Merci à Lucas, merci à Maloé pour cette présentation. Il y a les feuilles qui s'envolent là, on va peut-être les récupérer. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chères citoyennes, chers citoyens, camarades. Quel plaisir de vous voir ici si nombreux. Permettez-moi d'abord de commencer mon intervention par des remerciements. Merci à vous tous de nous permettre de porter votre voix. Merci à tous les militants que je vois ici éparpillés qui ont permis cette réunion sociale. Merci aux élus qui sont présents, je les vois également ici. Merci aux membres d'associations et des syndicats qui également sont ici dans la foule avec nous aujourd'hui, qui sont à nos côtés ou qui le seront dans nos combats futurs. Et merci surtout à vous tous, citoyens. Merci de venir nous faire l'amitié de nous écouter et j'espère de nous entendre. Et évidemment, un grand merci à mes estimés camarades de l'Assemblée qui nous font l'honneur, la joie et le privilège d'être parmi nous aujourd'hui. Donc je voudrais remercier très fort ma collègue Élise Leboucher, députée de la Sarthe, membre de la Commission des Affaires sociales, mon collègue très estimé Adrien Clouet, député et vice-président de la Commission des Affaires sociales. Et celui qu'on ne vous présente plus, puisqu'il a déjà été tout à l'heure, mais je le refais encore une fois, notre député de Marseille et coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Merci et bienvenue à vous trois ici et de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Ici, ce n'est pas n'importe où. À quelques mètres de nous coule un petit fleuve. Un petit fleuve que les Gaulois, quand ils sont arrivés, ont nommé Samara, le fleuve tranquille. Si le fleuve est tranquille, la précédente élection législative ne l'a pas été. Bien au contraire. Elle a été brûlante, elle a été violente. Ça, les militants qui sont ici présents s'en rappellent. Comme vous le savez, le département de la Somme compte 5 circonscriptions. La première, la troisième, la quatrième, on a vu le Rassemblement national arriver en tête de l'élection législative. Pire encore, la cinquième est passée aux mains du Rassemblement national. Oui, pire encore. Toute la Somme prend une couleur bleu marine. Toute? Non. Il y a une petite circonscription qui s'appelle la deuxième circonscription de la Somme, qui résiste, qui palpite. Il y a un petit cœur tout rouge qui est là et qui dit « Moi, je résiste ». Et vous m'avez mis en tête au premier tour. Je vous en remercie. Nous avons assisté ce jour-là, mes amis, à l'agonie du Front républicain. Alors que la France Insoumise avait annoncé par son porte-parole Jean-Luc Mélenchon que pas un vote ne devait aller au Rassemblement national, que toutes les personnes arrivées en troisième position devaient se désister, eh bien ici, que nenni. Ils ont fait autrement. Arrivé en troisième position, le candidat macroniste s'est maintenu. Alors, nous ne demandions pas la réciprocité. Elle nous paraissait si évidente, si républicaine. Mais les macronistes ne l'ont pas fait. Se cachant au cas par cas derrière des arguments au mieux hypocrites, au pire mensongers. Et c'est ainsi, ici, dans la deuxième circonscription, a eu lieu une triangulaire. Alors, on nous disait battus. Mais, à nouveau, le peuple s'est levé.
Comme partout en France, il a voté non pas contre la Macronie, non pas contre le Rassemblement national, mais il a voté pour un projet humaniste, il a voté pour un projet humanitaire, il a voté pour un programme solidaire, il a voté pour un programme antiraciste. Et surtout, il a voté pour un programme pour un avenir en commun. Vous avez choisi, vous n'avez pas succombé au chant des sirènes médiatiques, trop pressé d'annoncer la victoire de l'extrême droite. Vous avez décidé de vous battre. Quand tout semble perdu, c'est la seule voie à suivre. Qu'il était temps de relever la tête et de dire non à ce qui paraissait pourtant inéluctable. Et le 7 juillet, vous avez montré à toute la France ce que c'est que de ne pas plier le genou. Votre vote m'honore et il m'oblige également. Je me dois d'être aussi forte que vous et de porter dignement vos combats. Tous vos combats. Ceux que vous menez au quotidien. La paupérisation, la santé, l'école. Tenez, la santé, elle est l'une de nos préoccupations majeures. Nous voyons notre système de santé, celui qui fut adulé, choyé, admiré partout dans le monde et performant, en train de mourir. L'état des hôpitaux est au mieux inquiétant, voire préoccupant. Des services d'urgence obligés de fermer quelques jours. Ici même, dans la Somme, Abbeville et Péronne, des maternités qui ferment, encore à Péronne. Ici, dans la deuxième circonscription, nous ne sommes épargnés que grâce à la présence d'Amiens, qui attire encore les praticiens. Nous avons un ratio un petit peu meilleur que le reste de la France, avec 97 praticiens pour 10 000, alors que partout en France, il est à 72 pour 10 000. Mais pour combien de temps encore? Combien de temps avant que des drames évitables n'arrivent? Que le système s'effondre? Et quand on se penche sur la question des spécialistes, le vertige nous prend. Oui, il nous prend le vertige. Dans tout le département, vous savez combien il y a de dentistes? Vous savez? Non. 180 dentistes seulement dans le département. Rapporté à la population, c'est simplement le chiffre le plus bas du pays. Une rage de dents qui pouvait se soigner facilement, même dans la journée, ne peut plus l'être maintenant. On attend un rendez-vous longtemps, trop longtemps. Les praticiens débordés ne peuvent même plus prendre de nouveaux patients. L'alternative actuelle qui est proposée est simple. On laisse des centres dentaires ou médicaux gérés comme des entreprises s'installer. Alors, uniquement voués au profit avec tous les excès que cela provoque. On souffre alors qu'on ne devrait pas souffrir. Et sans parler des dépassements d'honoraires qui grèvent encore plus et plus le budget. Rien n'est fait et rien ne se fera avec l'actuel gouvernement, plus occupé à sa survie qu'à sa mission, le service des Français. Nous n'oublions pas. Mieux, nous proposons des solutions efficaces et faciles à mettre en place. Nous régulerons l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Nous inciterons les nouveaux médecins à s'installer là où on a besoin d'eux. Nous créerons un corps de médecins généralistes, des fonctionnaires rémunérés pendant leurs études, afin de pallier à l'insuffisance de médecins dans certaines zones. À l'inertie actuelle, à la marchandisation de la médecine, nous opposerons toujours la volonté et le bien commun, encore et toujours. La santé publique est un trésor commun. Il faut impérativement se pencher sur ce problème qui touche toujours les plus faibles de nos compatriotes, et en premier lieu les enfants. Les enfants dont la cause n'est pas défendue avec le gouvernement actuel. J'ai dédié, comme vous le savez,
ma vie à la protection de l'enfance. Et en toute sincérité, mon cœur saigne quand je vois l'état de délabrement dans lequel les pouvoirs publics la laissent. Et ma colère bout face aux chiffres des malheurs des plus fragiles. Les enfants à la rue, aujourd'hui, ils sont plus de 3000 à vivre dehors. Ici, à Amiens, dans le département, je ne vois pas Louis présent ici aujourd'hui, mais tous les soirs, Louis m'envoie des petits messages. Et il me dit, Zaya, il y a encore un enfant de 12 ans qui dort à la rue près de la gare. Quelle solution? Il me dit, il y a un enfant avec une maman de 3 ans qui est à la rue. Quoi faire? La solidarité existe et heureusement, elle existe à Amiens pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas normal. L'État doit prendre sa part dans ces situations-là. Parmi les jeunes placés, assistés, c'est au moins 10 000 jeunes qui sont abandonnés à leur sort à 18 ans. En 2024, ce sont 130 000 enfants qui subissent des violences sexuelles. 15 000 mineurs de l'ASE, censés être protégés par l'État, seraient victimes de prostitution. Ces chiffres sont glaçants. Aucun homme, aucune femme ne peut les écouter sans être révulsé. Que fait le gouvernement? Rien ou si peu. Dans notre région des Hauts-de-France, face à la situation dans la Somme et dans le Nord, la défenseure des droits, Claire Edouard, a été saisie. Elle a pu dire que la situation était dramatique sur les conditions d'accompagnement des enfants, qu'ils soient placés en institution ou qu'ils soient suivis en milieu ouvert. Quel que soit le mode d'accompagnement, c'est une honte. Eh bien, en 2024, la situation n'a pas changé, n'a pas bougé. On dresse un constat et on ne fait rien. Hier, on apprend dans la presse que le département du Nord confiait des enfants à des familles d'accueil sans agrément. Ces familles vont être jugées prochainement et à la présomption d'innocence, bien sûr. Mais dans ce qu'on lit dans la presse, ces enfants ont été humiliés, maltraités, violentés, pendant que ces familles se sont mis plein les poches. Plus de 630 000 € d'argent public partis comme ça en fumée, ou plutôt pour maltraiter des enfants. Rajoutons, pour parachever le tout, parce qu'il y a des professionnels émérites, des professionnels qui tiennent ce travail et qui ont envie, qui sont motivés et qui font que les institutions tournent. Des professionnels souvent émérites, en souffrance, face à la dégradation de leurs conditions de travail. Mais, contrairement au gouvernement actuel, incapable d'agir, je vais me battre. Nous allons nous battre, si vous en êtes d'accord. Nous voulons mettre en place des mesures d'urgence concrètes pour répondre à ces besoins. Il nous faut renforcer les moyens de l'ASE. Des moyens humains tout d'abord. Nous voulons embaucher. Nous voulons mettre suffisamment de professionnels pour accompagner au mieux et au plus près les enfants et les familles. Merci. Nous voulons agir dans les maisons d'enfants à caractère social, les MEX, comme on les appelle communément, sur le taux d'encadrement. On ne doit plus comptabiliser les agents techniques administratifs dans le taux d'encadrement, rien que pour voir clairement les besoins. Nous voulons donner des moyens matériels, former des professionnels qui s'occupent des enfants en établissement, en milieu ouvert ou à domicile. Le gouvernement affaiblit également la protection judiciaire de la jeunesse. Mouloud, je crois que tu travaillais dans ce service-là. Bonjour Mouloud. Alors que celle-ci intervient auprès des mineurs en conflit avec la loi. Les éducateurs PJJ viennent soutenir tout le travail d'accompagnement vers une réinsertion sociale, scolaire et ou professionnelle. Le gouvernement, quoi de mieux? Il supprime en plein été plus de 500 postes. C'est-à-dire autant de professionnels
qui sont en moins face à des adolescents en manque de repères. La France insoumise, elle, demande le renforcement de la protection judiciaire de la jeunesse par la titularisation des contractuels et l'embauche de 6 000 fonctionnaires. Les amis, je vous demande également de vous mobiliser avec nous, de faire entendre votre soutien à cette cause qui devrait transcender tout clivage. Soutenez la mobilisation des personnels qui ont manifesté à Lille et partout en France le 19 septembre. Soutenez le collectif des 400 000 contre cette situation que notre pays ne devrait pas connaître. Nous étions à leur côté le 25 septembre à Paris pour faire entendre ces cris qui ne sont pas de simples cris de colère, mais des cris d'humanité face au sort d'une jeunesse abandonnée. Et cette jeunesse en souffrance, quand en plus le drame du handicap s'en mêle. Comment ne pas être horrifié, abasourdi, quand rien ou si peu encore n'est fait? Les établissements d'éducation spécialisés, les IME, les ITEP, les CESAD, comme on les appelle communément, paralysés par le manque de moyens, le manque de place dans les établissements. Pour pallier, on propose aux enfants des emplois du temps morcelés. 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Les parents, débrouillez-vous. Gardez-les à la maison, n'allez pas travailler. Des personnels en souffrance, toujours sous-payés, submergés. À l'école, on prône le tout inclusif dans notre société. Mais il n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que les sections Ulysse, les classes SECPA, sont en manque d'AESH devant les élèves. Ce n'est pas parce qu'il y a de vives réactions qu'hier, une ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap est nommée. Du courage, il leur en faut au quotidien. L'offre de soins, d'assistance ou d'accueil ne correspond pas aux besoins et rien n'est fait. Ni même simplement envisagé par le gouvernement. Ce n'est visiblement pas son problème, alors que cela devrait être une de ses priorités. Alors, on se repose sur les aidants, sur la famille, alors que là, plus que jamais, la solidarité républicaine devrait jouer. Aux injustices du sort, ne rajoutons pas l'injustice d'une société indifférente. Notre fraternité doit faire sens. Alors, nous voulons créer un véritable statut d'aidant familial avec une rémunération réelle, une formation adaptée au handicap de la personne accompagnée. Nous voulons aider à l'organisation de périodes de congés et ou de repos. Nous mettrons en œuvre la prise en charge automatique par la sécurité sociale des frais de psychomotricien, d'ergothérapeute ou de psychologue et de tous les équipements nécessaires à la vie quotidienne. Nous mettrons en œuvre des plans cohérents et financés. Un plan polyhandicap, un plan autisme, un plan pour les maladies rares, de façon à adapter le mieux possible les prises en charge, les lieux d'accueil et les modalités de soins. Nous devons réapprendre à nous aider les uns les autres, remettre à l'honneur ce mot merveilleux de notre devise républicaine, la fraternité. Personne ne doit être laissé seul face à ces difficultés. Tenez, et j'en terminerai peut-être là, parlons des mères isolées, qui souffrent autant que nos mères isolées, qui cumulent autant de difficultés. Je reçois chaque jour des témoignages poignants de femmes courageuses. J'écoute des associations remarquables, comme la collective des mères isolées, association créée en 2022 à Montreuil, qui accomplit un travail titanesque sur la question. Et nous connaissons tous dans notre quotidien ces femmes qui, envers et contre tous, se battent pour leurs enfants. Ce sont nos sœurs, nos amies, nos mères. Qui a plus de courage qu'elles et qui doit supporter plus d'épreuves? Toutes
les dégradations que nous subissons s'acharnent sur elle avec plus de peine encore, plus de conséquences, plus de force. Je pense à cette mère qui seule subvient aux besoins de ses 2 enfants, avec un salaire au SMIC, avec pour unique soutien sa propre mère retraitée. À celle-ci qui expliquait, sans se plaindre, que sans les aides du secours populaire ou du resto du cœur, elle ne parviendrait pas à nourrir sa fille. Est-ce moral? Est-ce normal? Non. Non. Une société n'est juste que si elle se préoccupe de ses membres les plus démunis. Si les lois augmentent les malheurs des plus humbles, alors ces lois sont mauvaises. Pour nous, la loi est l'instrument de l'émancipation de tous. Concrètement, pour aider ces femmes, nous proposons de porter un statut du parent isolé, avec des propositions d'équité, prenant en compte le quotidien et les difficultés de leur statut, avec notamment le doublement de jours de congé pour enfants malades, dans le secteur public comme privé. C'est aussi une proposition de la collective. Un travail sera accompli sur les droits à la retraite, quand nous mettrons à plat cette réforme scélérate. Ainsi, la monoparentalité a une incidence sur la carrière d'un parent isolé, les temps partiels, les carrières hachées. Atteindre les 40 annuités est difficile, voire même impossible. De mamans précaires, elles deviennent retraitées précaires. Nous proposerons de protéger ces parents en cas de licenciement avec la création d'un revenu solidaire en cas de perte d'emploi. Les pistes sont nombreuses. Elles ne demandent qu'une chose, la volonté de la suivre et la détermination de les appliquer. Nous pouvons le faire, nous tous, ensemble. Après tout, comme quelqu'un l'a dit un jour, la République, c'est nous. Qu'est-ce qu'il a dit? La République, c'est nous. Voilà. Et il y a encore tant et tant de choses à dire et à faire, mais je serais une très mauvaise hôtesse si je ne laissais pas la place à nos invités. Bravo.